Donc vivre, sans avoir peur de se tromper et de faillir. Vivre, pour s'emparer du pouvoir de se dire on veut vivre. Pour des encore, pour des toujours, pour la magie du décor, pour des milliers de détours. Vivre, en prenant le risque d'oser les virages. Vivre, pour la beauté du geste sans barrière, sans cage. Juste vivre, parce qu'on est né pour ça, parce qu'on sait rien faire d'autre, parce qu'on sait pas comment ça marche sans se prendre dans nos bras. Vivre, vivre pour s'émerveiller encore, des corps qui dansent sans peur, de l'orchestre qui dit tout, des langues qui refusent de se taire, qui se donnent du baume en gueulant qu'elles ont encore de la voix. Vivre, sans se soumettre aux injustices des violents. On veut vivre pour continuer d'avoir le choix de braver la tempête, de dompter le mal de mer, pour jouer par tous les temps. Vivre pour être acteur, mais pas spectateur du naufrage. Vivre sans s'agripper au navire du bout des doigts, mais bien en prenant le gouvernail tout droit dans la bataille de vivre. À grands coups de vent, à grands coups de nous, à grands coups de main et de promesses de demain. Vivre pour apprendre à nous remplir d'impossibles et de paysages inventés. Vivre sans crainte et sans reproche. Vivre sans cesser de vivre. Pour apprendre à devenir. Pour croire en l'avenir, car c'est là-bas qu'on va finir. Vivre avec les doutes de nos vies imparfaites. Avec la certitude d'être ensemble et de le savoir. Vivre à petits pas ou dans l'urgence de rêver et de faire rêver. On veut vivre, mais pas survivre. Vivre sans avoir peur de le faire. Prendre le droit d'être ce pourquoi on est forgé. Vivre sensible, vivre fragile, vivre sauvage et percutant. Vivre de questions ouvertes. Vivre de fracas et de joie. Vivre comme un spectacle vivant. Oh! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Ça va ? Ça va très bien, surtout que j'ai le plaisir de présenter le sommaire de notre 9e journal. 9e journal, nous serons toujours là, mais nous avons besoin de vous, de vos partages, de vos commentaires, pour continuer à nous motiver et nous donner envie d'être toujours plus présents. Voilà, ceci dit, la première rubrique sera le tout image, avec la CGT qui investit la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Puis l'appel à la grève des professeurs des lycées professionnels. Ensuite, brève de lutte, avec la grève à l'équipe. Manif des industries électriques et gazières. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Avec des salariés toujours plus motivés. Puis la grève à Sanofi. Rubrique Comment ça va ? Avec Amar Laga, secrétaire fédéral CGT du commerce. Gros plan, avec Manu Blanco, secrétaire fédéral de l'AFNIC, qui nous parlera du pôle public de la santé. Et puis une nouvelle rubrique, Réflexion. Réflexion avec Benjamin Amar, qui nous parlera du RN, qui a toujours été partenaire zélé du capitalisme. Et pour finir, comme toutes les semaines, notre rubrique Culture. La réforme Blanquer, pour nous, qu'est-ce que c'est ? C'est une perte horaire en enseignement général, en enseignement professionnel, des dispositifs comme le chef-d'œuvre, la co-intervention imposée, qui nous demandent beaucoup de travail mais n'apportent rien à nos élèves. Au bout d'un an d'application de la réforme, c'est une dégradation de nos conditions de travail, de notre métier et surtout, pour nos élèves, moins d'insertion professionnelle et le plafond de verre de Parcoursup qui va les bloquer pour la poursuite d'études. Pour retrouver du sens à nos métiers, pour l'avenir de nos élèves, l'intersyndicale appelle à la grève le 26 janvier. Crise économique s'installe et elle va durer certainement quelques années encore. Les lycées professionnels sont des remparts contre les risques du chômage pour de nombreux jeunes. Or, que décide le ministre ? De supprimer 1800 postes dans tout le second degré, dont une grande partie dans la voie professionnelle. Ce
qui va encore dégrader les conditions de travail des personnels, mais surtout l'insertion dans le monde du travail de nombreux jeunes. Ce sont des choix irresponsables. C'est pour ça que le SNUEP se félicite de cette intersyndicale très large et unitaire qui appelle le 26 janvier tous les PLP à se mobiliser ensemble et massivement pour exiger un véritable plan d'urgence pour la voie professionnelle publique. Le 26, ensemble, en grève. Voilà aujourd'hui, deuxième assignation, après nous avoir assigné le 26 novembre dernier, parce qu'on nous reproche de revendiquer et de dénoncer. Alors que sur les deux juges assignés du 26 novembre, c'était uniquement les élus. Notre devoir, c'est de dénoncer et revendiquer cette politique de la régression sociale que ça fait plusieurs années qui opère au sein du groupe Casino Monoprix et ça s'est accéléré avec le Covid. Voilà, pour la petite info, on est passé des 18 825 salariés à moins de 16 000 salariés. Ils sont partis où les 3 000 salariés? Voilà, c'est toujours la politique de la casse sociale. Partout dans le pays et dans le département, des centaines de milliers de travailleurs voient leur vie massacrée par les choix politiques du gouvernement et du patronat, qui sous prétexte de crise sanitaire, crise qu'ils sont incapables de gérer parce que depuis des décennies, les gouvernements successifs ont massacré notre système de santé publique. Voilà pourquoi on est dans cette situation. Et voilà le bénéfice qu'ils comptent en tirer, c'est-à-dire continuer à distribuer des centaines de milliards dans les poches de leurs amis du CAC 40 et de la finance internationale. Macron et son gouvernement sont les représentants de BlackRock et de la finance internationale. Voilà qui nous affrontons. Voilà qui nous affrontons. Ce soir, nous l'affrontons dans l'unité. Dans l'unité. C'est comme ça qu'on va essayer de continuer, parce que le combat, il va falloir continuer à le mener et deux, l'élargir. Cher Philippe, on voudrait débuter nos brèves de lutte pour apporter notre soutien total et entier aux journalistes de France Télévisions, en grève depuis plusieurs jours, et là il l'annonce à la télé, contre une réorganisation, notamment à France 2, puis il y aura une autre organisation à France 3, et là encore France 3 risque d'être en grève très bientôt, et puis surtout aux journalistes de l'équipe qui fait rare, ont obligé la direction à ne plus publier le journal depuis samedi dernier, une réduction d'effectifs importante, y compris peut-être que l'équipe, au lieu d'être en papier, ou en tout cas totalement en papier, sera sur Internet, donc notre soutien total. Thierry, la nationalisation des industries électriques et gazières a eu 75 ans ce mercredi 13 janvier. Ah ben, joyeux anniversaire. Oui. Et cette nationalisation est toujours la plus moderne. C'est aujourd'hui que les salariés des industries électriques et gazières sont de nouveau en grève contre Hercule et Clamadieu. Clamadieu, la personne qui était PDG du groupe Solvay et qui a participé activement au passage à la rédaction des ordonnances que Macron a mis en place au début de son septennat. Et Clamadieu qui est le président de GRDF. Voilà. Il porte l'exigence d'un grand service public avec le programme progressiste de l'énergie. L'avenir de ce secteur doit rester un bien commun de première nécessité au service de l'intérêt général. Très bien dit. Eh bien, ce 19 janvier, donc la semaine prochaine, CGT Sanofi appelle à la grève dans toutes les activités de Sanofi. Désindustrialisation, destruction de la R&D, emploi et salaires à la baisse. Les salariés doivent aller chercher le respect, dit la CGT. L'échec vaccin anti-Covid de Sanofi doit alerter sur la situation du groupe. Un appel à la grève de la CGT, le 19 janvier. Thierry, les syndicats CGT, FSU Solidaire et les organisations de jeunesse, UNEF, Fidel entre autres, appellent à une journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle le 4 février pour la préservation et le développement de l'emploi et des services publics contre la précarité. Thierry, encore une victoire. Eh ben, c'est super. Grâce à la mobilisation des pompiers du Nord, notamment ceux de Douchy-les-Mines de Saint-Amand-les-Eaux,
soutenus par la population et leurs élus, les effectifs de leurs casernes seront maintenus. Bien. La sécurité du public est ainsi préservée et les pompiers pourront continuer d'assurer quasiment normalement leur mission. Une bonne nouvelle pour débuter 2021. Une très bonne nouvelle. Eh bien, la réalité s'annonce brutale pour la paire Saint-Gobain, géant du CAC 40, qui cherche depuis des mois à se débarrasser de sa filiale déficitaire. Elle a été fondée, la paire, il faut savoir, fondée en 1931 et positionnée sur tous les métiers de l'aménagement de la maison. La paire emploie 3500 salariés en France. Saint-Gobain a contacté Mutares. Alors Mutares, un fonds de retournement, tu as dû connaître ça quand tu travaillais. Oui. En fait, de retournement, c'est un redressement des entreprises en difficulté pour racheter la filiale dont il ne veut plus. Et en guise de cadeau, justement, Saint-Gobain laisse dans les caisses de la paire, qui est déficitaire d'après eux, 245 millions d'euros de trésorerie. Le repreneur redresserait les comptes au forceps. Et en 2023, la paire ne compterait plus que 107 magasins, contre environ 130 aujourd'hui. 306 emplois passeront la trappe dès cette année. 630 en 2022 et 71 en 2023. Total, en gros, 1007 postes non compensés par, en fait, les 116 recrutements envisagés d'après Mutares, mais on verra. Et au passage, le fonds prévoit de réaliser de juteuses opérations immobilières en cédant plusieurs magasins pour une somme d'au moins 93 millions d'euros. Thierry, le 4 janvier dernier, un grand mariage a eu lieu. C'est pas le tien? Non, c'était pas le mien. C'était le mariage de Peugeot et Fiat. Ils sont désormais mariés. Alors ça crée un mastodonte de 14 marques de voitures, dont Maserati, Citroën, Opel, Peugeot, pour ne citer que. 400 000 travailleurs dans 160 sites à travers le monde. 4e vendeur au monde de véhicules avec 8 millions d'unités écoulées. 3e groupe mondial en termes de chiffre d'affaires. À la fin, dès le moindre soubresaut, ce sont les travailleurs qui trinqueront. Ça, c'est sûr. Si la bourse se réjouit, ce n'est pas une bonne nouvelle du côté social, sauf si les 400 000 travailleurs s'unissent et le rapport de force peut tout changer. Tout à fait. On va parler d'Arkema. Les NAO ont eu lieu à Arkema. Et en résumé, la misère pour les travailleurs et l'opulence pour les cadres dirigeants et les administrateurs. Pas d'augmentation individuelle pour la très grande majorité des travailleurs, c'est une première je crois d'ailleurs sur Arkema. Une augmentation générale de 0,8%. Par contre, le NAF, c'est quand même 2,7 millions d'euros en 2019. C'est 4,6 millions d'euros pour les 8 autres hauts cadres, donc le comité exécutif, et 560 000 euros pour les jetons des administrateurs, et 0,8% pour les salariés. Comment ça va? Avec Amar Laga, secrétaire général de la FEDE-CGT Commerce, qui nous parlera de la situation du commerce en France. Oui, surtout des grandes surfaces qui aujourd'hui licencient à tour de bras, on va savoir si c'est une crise sanitaire due à la crise sanitaire ou des questions économiques. Amar, le commerce, c'est un des secteurs dont on parle pas beaucoup, en fin de compte. Mais c'est un des secteurs qui morflent en plein, quoi. Je veux dire, petite enseigne comme grande enseigne, c'est une hécatombe. Alors est-ce que c'est le fait qu'ils utilisent la crise sanitaire pour restructurer pleinement de partout, ou est-ce qu'effectivement il y a un vrai problème économique? On peut avoir deux réponses à ta question, c'est les commerces et les services. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de grands groupes se servent aussi de la crise pour licencier, pour restructurer. J'ai fait la différence entre les grands groupes et les petites entreprises qui ont vraiment des difficultés. Ça, c'est une réalité. Et quand je prends les grands groupes, dont le groupe Muliez, dont Auchan dépend de Muliez, qui annonce un plan social qui va liquider des milliers d'emplois. Auchan n'était pas en crise, les gens ont consommé. C'est le trimestre dernier, pendant que les gens étaient confinés, c'est là où ce groupe a fait énormément de bénéfices. Et je rappelle, ces grands groupes ont tous bénéficié d'aides de l'État. Je fais exemple, je reprends une autre entreprise du groupe Muliez, l'entreprise Alienia, qui a décidé de fermer, de se mettre en liquidation judiciaire, tout simplement grâce à ce gouvernement qui a établi un accord pour redresser l'économie. En fin de compte, on a effacé 10 millions de dettes, mais ces 10 millions sont les contribuables qui vont le payer. Voilà. Après, effectivement, il y a des secteurs qui sont en difficulté. Je prends l'hôtellerie. Encore une fois, nous, on se bat à la CGT, surtout notre fédération, se bat au niveau de la branche pour que les petites entreprises, que les aides de l'État arrivent à ces petites entreprises. Je fais la différence entre un petit hôtel où il y a 4-5 salariés, d'accord, et le groupe Accor qui a des moyens juridiques, qui a des moyens pour trouver de l'argent. Voilà, il y a une différence aujourd'hui qui est très claire entre les grands groupes et les petites entreprises.
Bien sûr, cette crise, il va y avoir des conséquences. Mais le gouvernement a une grosse part de responsabilité. Parce que d'annoncer, de fermer brutalement, sans aucune concertation, on va mettre encore des femmes dans la précarité. Et surtout dans nos secteurs qui est composé à 80% de femmes à temps partiel. Parce que quand vous êtes en chômage partiel, vous perdez presque 24% de votre salaire. D'accord? Quand vous touchez 800 € et on vous donne 24% ou à peu près 20% de votre salaire, eh ben c'est beaucoup pour une salarié qui est seule, avec des enfants en charge. Si on enlève 100 et quelques euros, c'est important. Voilà, je pense qu'il est important aujourd'hui de se battre pour le plein emploi, exiger la prise en charge 100% par l'État. Vu que le président de la République avait dit, sauf erreur de ma part, quoi qu'il en coûte, c'est pas à travailleurs de payer cette crise, parce que les responsables, c'est le gouvernement. Oui, c'est effectivement ça. Et en gros, le gouvernement là-dessus, il dit plus rien. Et en même temps, donc après derrière, les grands groupes, H&M, Conso, enfin l'habillement notamment, en profitent un maximum. On le savait qu'il y avait une réorganisation de ces grands groupes. Ils attendaient le prétexte pour sortir leur dossier. Je dis, il y a des entreprises où on peut comprendre baisse d'effectifs et cela. D'accord. Après, posons-nous la question. Pendant des années, ces grands groupes, je rappelle, ils ont tous dégagé des bénéfices. Je prends une entreprise que je connais très bien, qui est la Sodexo, qui a annoncé il y a 2 jours un plan social près de 2000 emplois qui vont être supprimés. Je rappelle que Sodexo, il y a 6 mois, avait reversé des dividendes à ses actionnaires. Voilà. Pourquoi ces grands groupes n'ont pas eu de stratégie de mettre de l'argent de côté, de geler, ce qu'a proposé la CGT, de geler le versement aux dividendes aux actionnaires. Voilà. Ce choix n'a pas été fait. On est face toujours dans le même modèle d'avant. On sacrifie les plus précaires au détriment des plus riches. C'est ça la réalité. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, on ne sait pas comment on va ressortir en fin de tout ça. En fait, on va ressortir avec des milliers de gens en précarité, et puis aussi des milliers de gens à la rue. Bien sûr. Alors, c'est pour ça qu'il faut que ce que nous a proposé ce gouvernement, ce que nous ont proposé depuis des mois le système capitaliste, il faut que ça change. Il y a des propositions, répartition du travail, 32 heures, augmentation du SMIC, et arrêter, c'est voilà. Créer le problème aujourd'hui, si on nous confine aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y a plus de lits dans les hôpitaux. Alors c'est ça, ce qu'il faut dire aux gens, c'est parce qu'il n'y a pas de lits dans les hôpitaux, il y a moins d'infirmiers, on a tué notre service de... Vous savez, quand la CGT exigeait qu'il fallait embaucher dans les hôpitaux, on traitait les infirmiers à l'époque de feignants, ceci, cela. Toutes ces personnes ont une part de responsabilité sur ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, il va y avoir des situations dramatiques. On a intérêt d'être unis, solidaires, parce que de l'argent, il y en a quand même. Je rappelle que le gouvernement a développé quelques milliards, d'accord, encore une fois, sans aucune contrepartie. C'est ça qui est pas juste. Ces milliards doivent servir aux petites TPE pour vraiment créer de l'emploi. Gros plan. Aujourd'hui avec Manu Blanco, secrétaire fédéral de la FNIC, CGT, qui évoquera la vision de la CGT sur le pôle santé publique. Ouais, important, ouais. Et y compris, c'est un peu ce qu'avait fait en 1945 la création de la sécurité sociale, la retraite et compagnie. Alors on est carrément dans une course au profit. Voilà, faut appeler un chat. On est carrément dans une course au profit. Il faut mesurer quand même que entre le moment où on découvre un virus et où on a commencé les injections, c'est le cas en Chine, c'est le cas en Angleterre et un peu dans d'autres pays, on a 10 mois. On a 10 mois. Aujourd'hui, alors certes, la CGT, la fédération, on souhaite de tout cœur qu'il y ait un vaccin et qu'on soit enfin débarrassé de ça, mais il n'en est pas moins de réelles inquiétudes. Voilà, habituellement, bon, la recherche, ça peut durer des années, quand on n'y met pas tous les moyens qu'on veut. Le sida, on est toujours en train de chercher, et pour d'autres pathologies aussi. Là, cette course au profit, alors il est clair que si le Covid n'avait touché que les pays du Sud et les pays sans moyens, on se serait peut-être un peu moins préoccupé, comme ça a été le cas il y a 4 ou 5 ans avec le SRAS. Mais là, bon, les pays riches sont touchés, l'économie est touchée, c'est-à-dire quand on touche à l'économie, forcément, on touche et on atteint au système capitaliste, d'où cette course effrénée au profit pour la recherche, la mise au point et la distribution d'un virus. Mais tout ça en 10 mois, c'est quand même un peu surprenant. Voilà, indépendamment de la durée recherche, habituellement, à tout le moins en Europe et en France, voilà, il y a 3 phases d'essais cliniques. On est entre 2 et 4 ans.
Mais je le dis et je le répète, la vaccination, il faut se rappeler ce qu'historiquement a pu apporter la vaccination à la population mondiale. On a éradiqué une bonne dizaine de maladies. On en soigne, on a évité des millions de morts. C'est ce qui a permis aussi d'augmenter la durée de vie sur notre planète. Donc oui, mais la vaccination, quand bien même on y trouve cet intérêt, parce qu'on se vaccine pas pour soi-même. On se vaccine pour la protection collective des populations. On pense très fermement qu'il y a des questions sur lesquelles il faudrait on soit un peu plus éclairé et peut-être sans trop faire non plus dans la précipitation. On ne sait pas vers quoi on va. Voilà, j'écoutais un chercheur encore avant-hier qui fait partie du conseil scientifique du gouvernement qui lui-même le dit. Je vais me faire vacciner, mais aujourd'hui je peux rien vous dire sur les effets secondaires. Je n'ai aucune publication, aucune idée de l'immunité acquise, de sa durée et du reste. Donc voilà. Donc on est bien là clairement sur une course au profit. Voilà. Ce qu'on dit aussi à la CGT, mais on n'est pas les seuls, c'est que par rapport à ce vaccin, mais ça pourrait être le cas pour d'autres aussi, ça doit être un vaccin universel. Il doit être gratuit pour les populations. Il doit ne doit pas avoir de surcoût sur les systèmes de protection sociale, que ce soit le nôtre ou celui d'autres pays. On a déjà payé la recherche parce que les États finançaient la recherche. On a largement payé le peu d'investissements, en France il n'y en a pas eu encore, le peu d'investissements qui ont été faits sur les outils de travail, puisque les précommandes, ça sert aussi à ça. Donc demain, en tout état de cause, on n'a pas à payer un prix fou ces différents vaccins qui vont pouvoir arriver. De même, on réclame, puisque là, le financement de la recherche a été public, puisque c'est nous, c'est les États qui les ont payés, il faut lever la propriété intellectuelle de ce vaccin. Et on pourrait le dire d'ailleurs plus globalement sur une bonne partie des biens communs de l'humanité, comme l'est notamment le médicament. Aujourd'hui, il n'est pas normal que des populations soient privées, y compris dans notre pays, soient privées de l'accès aux soins parce que des prix trop élevés ou non pris en charge, ou l'impossibilité d'être pris en charge par les systèmes de protection sociale des pays. Alors Philippe, tu l'as annoncé tout à l'heure, oui, Réflexion, c'est une nouvelle rubrique que nous vous proposons, une réflexion un peu philosophique, sociale, politique. Et là, aujourd'hui, nous avons choisi Benjamin Hamar, qui était intervenu il y a déjà un peu plus d'1 an sur le positionnement du RN. Et le RN a toujours été le partenaire zélé du capitalisme. La preuve avec Benjamin Hamar. Il faut dire les choses simplement. L'extrême droite a toujours été le serviteur zélé du capitalisme, notamment en temps de crise. Le Front National, enfin maintenant le Rassemblement National, essaye effectivement de se faire passer pour le candidat, pour le parti qui combat l'oligarchie financière, pour le parti qui effectivement défend finalement les intérêts pas simplement des classes populaires et des classes moyennes. Et il y a toute une petite musique comme ça, comme quoi le Front National, finalement, les tracts du Rassemblement National ressembleraient à s'y méprendre aux tracts de la CGT, etc. Alors là, il y a quelque chose à combattre absolument, il faut dire les choses simplement. L'extrême droite a toujours été le serviteur zélé du capitalisme, notamment en temps de crise politique. Lorsque les élites traditionnelles sont discréditées, le capitalisme n'a jamais hésité une seule seconde à se tourner vers l'extrême droite, les crypto-fascistes, les fascistes ou les nazis, pour dire les choses très simplement. Et il y a des épisodes de l'histoire qui malheureusement sont trop méconnus. On ignore trop souvent le pacte faustien entre le patronat allemand et Hitler en mars 1933. Le fait que toutes les grandes familles industrielles allemandes rencontrent Hitler, les Krupp, les Thyssen, voilà, tout ce qui fait les grandes firmes qui existent encore pour la plupart jusqu'à aujourd'hui, ont fait un pacte avec le nazisme. Et on oublie que dans les camps de concentration et dans les camps d'extermination, il y avait des usines concentrationnaires où les nazis louaient les déportés aux grandes usines capitalistes allemandes comme main-d'œuvre gratuite. Voilà. On oublie que Mussolini est porté au pouvoir par la Confindustria, c'est-à-dire le patronat italien, pour mater les grèves ouvrières et paysannes
de l'après-première guerre mondiale. Alors maintenant, Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle dit des tas de trucs. Elle dit par exemple que elle est pour l'augmentation des salaires. Alors c'est étonnant parce qu'à côté, elle dit qu'il faut pas augmenter le SMIC. Et quand vous lui demandez pourquoi il faut pas augmenter le SMIC, elle reprend exactement les mêmes arguments que les libéraux et qu'Emmanuel Macron. Alors comment est-ce qu'elle propose d'augmenter le pouvoir d'achat? Eh ben en baissant les cotisations. C'est-à-dire en s'attaquant à ce que nous on appelle le salaire socialisé. Et donc, ce que nous on doit faire comprendre aux travailleurs en France, elle vous donne, ce qu'elle propose de faire, Marine Le Pen, c'est de vous donner de la main gauche qu'elle vous a pris par la main droite. Parce que les cotisations, si on ferme le robinet à cotisations, on flingue le système de sécurité sociale. Donc, les dépenses de santé, à un moment, c'est plus le système solidaire qui pourra les prendre en charge. Et donc, ce qui ne pourra plus être pris en charge par vos cotisations et par le système solidaire, il faudra que vous le preniez en charge par votre carte bleue. La carte bleue remplacera la carte vitale, la carte verte. Voilà. Et donc, il y a là quelque chose de scandaleux qui consiste à liquider le système de la sécurité sociale. Mais qui dit ça? Qui est opposé au système obligatoire de la sécurité sociale? Les pires des libéraux. Eh bien, c'est le moment Bernard Pivot, le coin culture, n'est-ce pas, mon cher Philippe? Il vous manque la pipe, mon bon ami. Ouais, mais la pipe, non, c'est pas pour moi. Le noir qui infiltra le Ku Klux Klan. C'était l'objet d'un livre qui a été édité aux éditions Autrement, qui a été aussi un film de Spike Lee. Donc le noir qui infiltre le Ku Klux Klan. En fait, en gros, c'est un policier qui un jour voit une petite annonce dans un journal en disant création d'un Ku Klux Klan local. Le mec il se dit je vais répondre. Et le gars, il a été embauché entre guillemets. En tout cas, il a adhéré au Ku Klux Klan. Il était noir par rapport justement au Ku Klux Klan. Et c'est toute cette histoire assez rocambolesque. C'était en 1978. Le noir qui infiltra le Ku Klux Klan. Pas de film cette semaine par rapport à notre festival. On est en train de travailler avec des producteurs pour justement qu'ils nous laissent les droits pour diffuser ces films sur Internet. Si on les a pour diffusion au cinéma, on les a pas sur Internet, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on est en train de voir si à un moment donné on peut avoir des droits pour diffusion de documentaires. Voilà, ce journal Philippe est terminé. Retrouvez-nous sur YouTube, retrouvez-nous sur Facebook. Et puis à la semaine prochaine. Et puis lisez, partagez et commentez. Commentez. Oui, merci aux 100 qui sont là pour justement nous soutenir. Et puis peut-être des nouveautés dans les jours et semaines à venir par rapport à ce journal. Au revoir. Au revoir.